pas s'il y a d'emblée des questions. En tout cas, moi, je suis reconnaissant pour ces trois interventions qui nous ont interrogés sur des domaines assez différents, au fond. Et puis, sur cette note assez poétique, mais très réaliste et complète de ces magnifiques projets que tu as présenté, Marco, en dernier. Moi, à moins qu'il y ait une question immédiatement, j'ai une question qui me taraude un peu. C'est on parle beaucoup de responsabiliser aujourd'hui. Hein, et c'est une question de la responsabilisation de l'utilisateur, la question des émissions dont vous avez parlé. Mais en même temps, on parle de gestion globale. Est-ce qu'il n'y a pas là une dichotomie profonde? Vous avez énoncé le fait qu'on est en train de faire des infrastructures de plus en plus larges, que c'est très bien. M. Ramsey en a parlé aussi, qu'il y a des fusions communes, qu'on est en train de penser, disons, la gestion des eaux de manière globale, mais en même temps, on nous dit qu'il faut être responsable individuellement. Est-ce qu'il n'y a pas une schizophrénie à des choses? Peut-être que vous pouvez poser ça. Ça marche? Voilà, ben, la société elle est ce qu'elle est, donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de produits qui sont mis en vente, enfin, on est quand même dans une société de consommation, hein, où on a effectivement la possibilité d'avoir de plus en plus de produits de sanitaires, de produits d'entretien, des produits aussi pour le jardinage, donc n'importe comment, c'est toujours délicat de limiter à la source les émissions. Donc effectivement, il y a un travail de sensibilisation, je pense, qui est important, mais malgré tout, on constate que ben, c'est difficile de changer les habitudes de consommation des gens. Et d'ailleurs, c'est tout le débat avec maintenant l'équipement des STEP pour le traitement des micropolluants, parce qu'une des questions qui se posait, c'est de dire, mais pourquoi finalement pas limiter la production de ces micropolluants, mais on s'est rendu compte que finalement, économiquement parlant, et puis peut-être le plus facile aussi, c'était effectivement d'avoir des solutions centralisées avec un traitement des micropolluants dans les stations d'épuration et non pas une limitation à la source. Mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'est un problème qui est géré d'une manière globale, alors que chacun pourrait faire pour changer un peu ses habitudes de consommation pour, entre autres, produire moins de micropolluants. Mais bon, il n'y a pas que les micropolluants, effectivement, qui sont concernés. Pour rebondir un peu sur la même question, quand on voit la quantité d'eau qui est utilisée, c'est vous qui avez montré les proportions d'eau qui sont utilisées par chaque personne, 142 litres par personne et par jour. Vous nous avez parlé de l'eau en bouteille, alors on boit 1 litre d'eau par jour en bouteille. Mais je me suis rarement lavé les mains avec de l'eau en bouteille, donc ça va au fond. C'est pas si grave d'utiliser 1 litre d'eau en bouteille par rapport... Enfin, il y a un rapport dans l'année, vous avez dit. Mais au fond, toute l'eau qu'on consomme en bouteille, elle est consommée pour la boisson, donc elle est bien filtrée, ou en tout cas elle est peut-être bien utilisée. Est-ce que là, de nouveau, on n'est pas à nouveau en train de dire il y a une responsabilité individuelle, mais on traite le problème... Enfin, la taille du problème est beaucoup plus importante. Et puis là où je voulais en venir, c'est au fond, où est-ce qu'on trace la limite de partage des eaux entre l'eau pluviale, par exemple, et les eaux usées? Puisque ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que dans les steppes, aujourd'hui, on a, sous les routes, on a des canalisations assez importantes pour les eaux pluviales. Et comment est-ce qu'on définit qu'est-ce qu'on va traiter, qu'est-ce qu'on ne va pas traiter? Chez moi, du coup. Ouais, je ne sais pas si c'est un peu entre les deux, parce qu'au fond, c'est une question sanitaire. Alors, la gestion des eaux polluées, des eaux non polluées, c'est un aspect différent, effectivement, que les eaux potables. Donc, dans la loi, on parle d'eau polluée et d'eau non polluée. Alors après, on peut discuter longtemps, qu'est-ce que c'est une eau polluée, qu'est-ce que c'est une eau non polluée. Mais le fait est qu'à l'heure actuelle, avec les zones urbanisées typiquement, des eaux pluviales, donc de ruissellement, qui ne sont pas chargées en substances polluantes, il y en a relativement peu. Donc n'importe comment, l'idée c'est de traiter ces eaux. Alors,
les stations d'épuration sont avant tout destinées à traiter ce qu'on appelle les eaux usées, donc les eaux résiduaires des ménages. Et alors à l'époque, on a construit des réseaux unitaires qui amenaient aussi des eaux pluviales dans ces stations d'épuration, mais le fait est qu'aujourd'hui, elles sont engorgées. Donc l'idée, c'est plutôt de traiter de manière décentralisée les eaux de pluie. C'est un peu ce que j'essayais d'illustrer tout à l'heure avec la mise en place d'éléments absorbants qui traitent vraiment sur place. L'infiltration à travers les sols biologiquement actifs, dont donc certains exemples de réalisation nous ont été présentés, c'est aussi un traitement des eaux pluviales. Donc ça permet de fixer les substances et de faire en sorte que les eaux qui atteignent les nappes phréatiques soient épurées. Voilà. Et puis par rapport à vous aviez une question par rapport à l'eau potable et la consommation d'eau potable. Alors, M. Ramzière l'a évoqué tout à l'heure, finalement, on voit qu'il y a une baisse de consommation de l'eau potable, hein, 142 litres par personne et par jour. Il n'y a pas si longtemps, on était plus près des 300. Ça a une conséquence effectivement sur les temps de séjour dans les installations de distribution. Et là, vous parliez de responsabilisation. Alors, je vais peut-être vous choquer un peu, mais ce n'est pas forcément en consommant moins d'eau du robinet que vous allez faire une vraie économie d'eau à l'échelle mondiale. Là, je prends un peu de hauteur peut-être. Mais il faut savoir, par exemple, que pour produire un jeans, on a besoin de 10 mètres cubes d'eau. Donc voilà, si vous achetez pas de jeans, vous allez faire plus d'économie d'eau que de ne pas consommer l'eau du robinet. Donc je pense que c'est une fausse idée de dire qu'il faut absolument économiser l'eau potable qui est livrée à la maison, parce que ça a des conséquences sur les installations, et finalement c'est une économie assez anodine par rapport à plein d'autres économies qu'on pourrait faire en consommation d'eau. Si je me permets de réagir là-dessus, c'est vrai qu'il y a une dimension, on va dire, culpabilisante, hein, quand on parle de 142 litres par jour et tout ça, alors que, disons, l'enjeu de l'agriculture ou l'enjeu de l'industrie, hein, c'est quand même d'autres échelles. Hein, vous venez d'en parler avec le jeans, l'agriculture aussi, hein, on puise énormément dans les nappes phréatiques pour arroser des champs. La question des intrants dans les sols, nous on a vu sur le projet de l'air, il y a deux steps qui ont été supprimés. On n'arrive pas vraiment à la qualité de l'eau qu'on espérait avec la suppression de ces steppes. Donc il n'y a pas que des rejets de steppes dans les rivières. Comme dit, la rivière, c'est le drain principal de l'ensemble du drainage des champs. Et donc c'est ce qui est visible. Hein, c'est des kilomètres et des kilomètres de drains qui sont dans les champs auxquels vont là-dessus. Donc la qualité des sols, elle est aussi très importante parce qu'il n'y a pas que l'eau, il y a tout ce qui se fixe aussi dans les sols. Alors après, voilà, ça c'est un peu général, mais disons, pour dire que quelque part, il y a quand même une espèce de culpabilisation individuelle et quelque part, alors c'est important, de responsabilisation, on va dire, qui est plus large, hein, qui vient dans tout ce qu'on consomme et qui n'est pas que 142 litres. Et moi, voilà, au restaurant, en tout cas, je refuse de payer de l'eau. Je veux bien payer le travail des vignerons, mais pas celui des mises en bouteille. Ah, mais c'était exactement sur cette question d'échelle que je voulais en venir. C'est pour ça que je parlais de la bouteille d'eau tout à l'heure. Est-ce que si on pousse plus loin le raisonnement par rapport à l'eau en ville, est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, ou est-ce qu'à terme, nos normes, puisque vous l'avez dit, c'est l'état de la connaissance actuelle, les normes, donc c'est nous qui les fabriquons aujourd'hui au fond, est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, on responsabilise les investisseurs, les constructeurs, les maîtres de l'ouvrage, au point où on le fait avec l'énergie par exemple, où on tend vers l'énergie, le passif. On dit, ben voilà, maintenant vous devez produire 20% de l'électricité, et ben vous devez traiter votre eau, chaque immeuble doit traiter sa propre eau. Et on est exactement sur cette question d'échelle. Moi, je voulais un peu entendre votre point de vue là-dessus. Est-ce que la tendance va vers la responsabilité du constructeur, au fond? Est-ce qu'un jour, on va se retrouver... Est-ce que la tendance n'est pas déjà amorcée? Quand on voit les écoquartiers, le développement localement, les plaines du Loup, ce genre de projet-là, le cahier des charges au niveau de la gestion de l'eau est déjà très important. Et les travaux que tu as montrés, Marco, sont de cette échelle-là, hein, sont encore à l'échelle du quartier.
Est-ce que vous pensez qu'on va vers une normalisation qui va responsabiliser directement le constructeur d'un immeuble? Ben, je vais répondre, effectivement, vous l'avez évoqué, je pense qu'on est déjà dans cette dynamique, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, on pousse aussi à un traitement in situ des eaux pluviales, donc il faut mettre en place des systèmes de traitement pour éviter que ces eaux chargées aboutissent directement dans un cours d'eau, dans une nappe phréatique sans traitement. Donc il y a cette responsabilité. Le petit slide que j'ai montré tout à l'heure sur la conception moderne des bâtiments, où on essaye d'éviter de drainer les eaux, où on essaye justement d'évacuer les eaux de toiture via une infiltration. Tout ça, ce sont des solutions locales où on ne collecte plus les eaux. Donc effectivement, au niveau des concepteurs, je pense que le processus est engagé. Et après, si on réfléchit encore beaucoup plus loin, à terme, est-ce que vraiment, là je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais la question mérite d'être posée, est-ce qu'effectivement à futur, dans 100 ans, les stations d'épuration centralisées seront encore la solution? Est-ce qu'il ne sera pas plus rentable ou plus économique de traiter ces eaux usées directement à la maison? Ça peut être effectivement une solution, quelque chose qui va se développer ces prochaines années. Oui, alors ça doit être cyclique, parce que moi je me souviens de la maison qu'avaient construite mes parents en 59, c'était où on avait notre fosse septique devant la maison. Et puis subitement, il a fallu, c'était dans les années 70, il a fallu la supprimer pour raccorder directement aux eaux usées. Donc je me demande si on n'est pas en train de faire un cycle ici où on revient sans arrêt de l'individuel au collectif et retour. Ceci dit, pour moi, pour ce qui me concerne, c'est-à-dire l'eau potable, je pense qu'effectivement, il y a une responsabilité individuelle, puis effectivement, il y a une responsabilité collective. Puis je pense l'un ne va pas sans l'autre. Du moment qu'on a un distributeur qui se doit de distribuer de l'eau potable, donc qui a une responsabilité, il est clair que lui doit faire tout ce qui est dans son pouvoir pour que cette eau soit impeccable. Mais ça veut dire aussi qu'en amont et en aval, quand je dis en amont, c'est évidemment ce qui est zone de protection et tout ça, mais aussi en aval, c'est-à-dire que quand on installe dans une maison des batteries, des mitigeurs, des choses comme ça, ou des têtes de douche, on doit également veiller à ce qu'on utilise du matériel, des installations qui soient conformes, et donc il y a une responsabilité individuelle aussi. Il n'y a pas seulement la responsabilité du distributeur de livrer son produit tel quel. Donc, pour moi, l'un va pas sans l'autre, d'autant plus qu'on est comme dans une société, ne l'oublions pas, qui, malgré tout ce qu'elle a vécu, je pense au 9 septembre notamment, malgré tout ce qu'on a vécu ces dernières années ou ces dernières décennies, tend de plus en plus à vouloir le risque zéro. Et ça, c'est quand même quelque chose où on doit se poser une sérieuse question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça va, je ne vois pas. La question sera plutôt à la question de M. Andrière. Vous avez soulevé le problème qu'en buvant de l'eau en flacon tête, importée, suivez mon regard, bien, on allait jusqu'à boire l'équivalent d'une bouteille, donc d'un flacon peut-être. A-t-on des chiffres sur l'eau en bouteille en verre, puisqu'il existe encore, et il a existé pendant des années, des systèmes de réceptacles en verre. Parce que là, on a des problèmes de plomb, etc. etc. Alors, il existait des chiffres, mais je ne sais pas si vous avez vu
petite étoile puis une petite notice en bas, Oui, oui. c'est quand même, la grande majorité, c'est quand même le PET, hein, donc, parce qu'effectivement, les personnes sont peut-être de moins en moins mobiles ou de moins en moins ont ce qu'il faut ici pour porter une caisse complète de bouteilles en verre. Et c'est vrai qu'on tend de plus en plus vers la bouteille en plastique. Donc les études récentes sur les bouteilles en verre, je ne connais pas. Et sur les anciennes études? Alors les anciennes études, oui, mais les anciennes études, n'oublions pas qu'on se focalisait sur des éléments essentiels et pas les micropolluants modernes ou émergents ou les produits à capacité de modification, donc d'influence sur les systèmes endocriniens, etc. Donc là, on a un peu de recul. Ce qui posait problème, notamment, c'est ces problèmes de détergents, les résidus de détergents. Mais je me souviens aussi avoir dû contester chez un grand producteur, un grand minéralier que je ne citerai pas ici, mais qui est bien suisse, des hydrocarbures, notamment des hydrocarbures qui étaient dus au gaz carbonique qu'on injectait, parce que c'était de l'eau qui était sans bulles, et quand on voulait rajouter des bulles, on rajoutait du gaz carbonique et qui n'était pas pur. D'ailleurs, le même problème s'était posé au niveau international pour Perrier, qui avait finalement retiré pas mal de bouteilles suite au scandale du benzène notamment. Donc, voilà. Mais effectivement, non, alors désolé, mais je n'ai pas d'études récentes concernant le verre, mais je pense que ça serait très intéressant. Encore noter qu'avec le verre, il se pose le problème suivant. Vous allez me dire que je chipote, mais c'est effectivement quand même parmi les premières substances qu'on a trouvées qui sont un petit peu délicates, ce qu'on appelait le badge. C'est une abréviation pour une substance qui a aussi si je ne m'abuse, des capacités de modification au niveau endocrinien. Et on les a trouvées dans les capsules pour refermer justement le verre. Donc si vous ouvrez une boîte de cornichons, la partie plastifiée, si vous voulez, de l'intérieur du couvercle contient justement ces éléments-là qui se libèrent. Donc c'est vrai que la bouteille en verre, elle n'est jamais complètement, mais on a ce fameux bouchon qui rend l'étanchéité. Alors il y a eu beaucoup d'améliorations à ce sujet, mais effectivement là, c'était les premiers plastifiants qu'on retrouvait en résidus dans les liquides, effectivement. Yes. Oui, j'ai aussi une voix qui porte. Patrick Aubord, je suis paysagiste et architecte paysagiste. Et je vois qu'on parle souvent de redonner l'eau, les eaux de surface dans les sols, donc les surfaces drainantes, etc. Moi, je vois qu'il y a des normes, vous avez énoncé certaines normes, mais elles ne sont pas utilisées par les collectivités publiques, notamment quand ils font des parkings en plein air ou des choses comme ça. Donc je suis un peu étonné qu'une partie des réponses que j'attendais ce soir me soit donnée. Et je ne sais pas encore où trouver toutes ces questions. Et l'autre chose que je voulais dire, donc je suis dans la région de Montreux, j'ai fait devant mon dépôt un parking entièrement filtrant, donc pénétrant, pardon, donc avec des pavés filtrants. Et puis le SIGE est venu, et puis il m'a dit, ben alors il faut quand même récolter les eaux, il faut quand même faire les grilles, etc. Donc l'économie, j'ai pas fait d'économie puisque j'ai le matériau qui est plus cher, mais j'ai dû aussi mettre les grilles pour récolter les eaux. Et je vous assure, c'est sec, hein. Il n'y a rien, il n'y a pas une goutte qui va dedans. Donc, il y a une inadéquation entre le fait de vouloir faire des surfaces drainantes et puis le fait de devoir récolter les eaux. Et la réflexion qui est la suivante, c'est de dire, la Suisse, c'est le château d'eau de l'Europe. Notre devoir, nous, en étant Suisse, en étant helvétique, c'est de redonner l'eau de bonne qualité au reste de l'Europe, hein, par le Rhône, par le Rhin, etc. Et de faire ces surfaces drainantes, est-ce qu'on répond aussi à ces normes-là, puisque finalement, il y a des véhicules qui vont y parquer, il y a un peu d'essence qui peut couler, un peu d'huile, etc., etc. Donc il y a pas mal de questions que je me pose, et je n'ai pas eu de réponse à travers les études, ni à travers vos exposés sur toutes ces choses-là, d'autant plus qu'on en aurait besoin, en tant que politicien ou politicien de milice,
pour influer sur les décisions communales, cantonales, etc. Donc voilà, j'ai un certain nombre de choses où je n'ai pas eu de réponse ce soir, et puis je suis un tout petit peu frustré, mais bon, après on a les interlocuteurs, on peut peut-être leur poser des questions à titre privé. Alors, bon, par rapport à la mise en œuvre de ces différentes techniques d'évacuation des eaux, c'est vrai que c'est les joies de la Confédération suisse. Vous aurez 26 façons d'appliquer différentes. Hein. Je veux dire, des exigences dans les 26 cantons qui seront un peu différentes. Donc, ouais, il y a l'état de la technique, comme je le disais tout à l'heure, qui est défini dans différentes directives, différentes normes. Alors après, il faut se poser la question pourquoi utiliser la surface qu'on va équiper de pavés filtrants. Vous avez parlé d'un dépôt, donc peut-être il y a quand même des risques accrus de déversement de substances de nature à polluer les sols, enfin les eaux plutôt. Donc voilà, je ne connais pas le cas particulier, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de littérature qui est publiée sur ces différentes méthodes d'évacuation, d'infiltration des eaux. Et à l'heure actuelle, il y a un travail de consolidation, on dira, de ces documents pour mettre un peu en commun tout ça, pour essayer d'éclaircir au mieux ces différentes méthodes, pour que vous ayez des outils que ce soit aussi un peu plus compréhensible, et qu'on sache effectivement de quelle manière